culturel, le petit livre de D.F. Mackenzie que nous placerons au centre de nos réflexions, la bibliographie et la sociologie des textes, a déjà une histoire. Ces 3 chapitres ont d'abord été 3 conférences qui ont inauguré en 1985 la série des Panizzi Lectures à la British Library, publiée l'année suivante par la bibliothèque londonienne. Le livre a immédiatement retenu l'attention et parfois suscité les critiques des bibliographes, des historiens du livre, des conservateurs et des bibliothécaires. 2 idées sous-tendent l'ouvrage. La première, qui bouscule les traditions établies de la bibliographie en ses formes classiques, étend le concept de texte bien au-delà de ses acceptions ordinaires. Pour Mackenzie, il faut défaire le lien noué par la tradition lettrée occidentale entre le texte et le livre. En effet, tout texte n'est pas nécessairement donné dans la forme du livre. Les productions orales, les données informatisées ou numérisées sont autant de non-book-textes qui mobilisent les ressources du langage sans pour autant appartenir à la classe des objets imprimés. Mais plus encore, il y a des textes qui ne supposent aucunement l'utilisation du langage verbal. L'image en toutes ses formes, la carte géographique, les partitions musicales, le territoire lui-même doivent être considérés comme des non-verbal textes, ce qui autorise à désigner comme texte ces diverses productions, et le fait qu'elles sont construites à partir de signes dont la signification est fixée par convention et qu'elles constituent des systèmes symboliques proposés à l'interprétation. Le langage verbal, écrit ou oral, n'est pas le seul qui obéisse à un fonctionnement sémantique, de là l'extension de la catégorie de texte. Cet élargissement commande en retour une manière nouvelle de considérer les textes écrits. La seconde et forte idée du livre consiste à souligner les effets de sens des formes. Un texte, ici dans la définition classique, est toujours inscrit dans une matérialité, celle de l'objet écrit qui le porte, celle de la voix qui le lit ou le récite, celle de la représentation qui le donne à entendre. Chacune de ces formes est organisée selon des structures propres qui jouent un rôle essentiel dans le processus de production du sens. Pour s'en tenir à l'écrit imprimé, le format du livre, les dispositions de la mise en page, les modes de découpage du texte, les conventions typographiques sont investis d'une fonction expressive et portent la construction de la signification. Organisés par une intention, celle de l'auteur ou de l'éditeur, ces dispositifs formels visent à contraindre la réception, à contrôler l'interprétation, à qualifier le texte. Structurant l'inconscient de la lecture ou de l'écoute, ils sont les supports du travail et de l'interprétation. L'imposition comme l'appropriation du sens d'un texte sont donc dépendantes de formes matérielles dont les modalités et les engencements, longtemps tenus pour insignifiants, délimitent les compréhensions voulues ou possibles. Forms, effect, meaning, contre toutes les définitions uniquement sémantiques des textes. Mackenzie rappelle avec force la valeur symbolique des signes et des matérialités. De la bibliographie à la sociologie des textes, ces 2 idées liées l'une à l'autre lancent de redoutables défis aux habitudes acquises dans plusieurs champs de savoir et de pratique, et tout d'abord à l'intérieur même de la discipline que D.F. Mackenzie revendique comme la sienne, la bibliographie. Comprendre ce premier enjeu n'est pas forcément aisé pour le lecteur français peu familier avec les travaux et les débats qui ont marqué une tradition d'études beaucoup plus puissante dans le monde anglo-saxon, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, qu'en France. Les postulats qui définissent la bibliographie, qui lient entre elles ces différentes modalités, systématiques, descriptives, analytiques, textuelles, peuvent s'énoncer ainsi. 1. L'établissement d'un texte et éventuellement son édition suppose la reconstruction rigoureuse de l'histoire de sa composition et de son impression dans l'atelier typographique. 2. La compréhension de ce processus de production du livre implique la description et l'analyse des caractéristiques physiques des exemplaires conservés de l'édition ou des éditions du texte considéré. Dans cette perspective qui est celle des grands classiques de la bibliographie, l'analyse matérielle du livre est mise au service de l'étude du texte, de la confrontation entre ses versions et variantes, et finalement de l'établissement d'une édition qui soit la plus exacte possible. Pour l'analytical bibliography, ou bibliographie matérielle,
Ainsi étendues, les données les plus fondamentales sont celles qui permettent de reconstituer le mode de composition du texte. Par exemple, en repérant les habitudes graphiques et orthographiques des différents compositeurs qui ont travaillé sur un même ouvrage, ou bien en identifiant certaines particularités, lettres endommagées, initiales, ornements, de leur matériel propre. Le rythme de réapparition de ces éléments clairement reconnaissables à l'intérieur du livre, imprimé, peut apprendre beaucoup sur l'organisation de sa fabrication, sur l'ordre de la composition et de l'impression, sur les décisions textuelles assignables au compositeur, sur la manière dont le texte a été composé, seriatim, c'est-à-dire en suivant l'ordre des pages, ou bien par forme, ou sur les corrections introduites en cours de tirage. Praticien virtuose de ces spelling analysis et de ces compositor studies, Dave Mackenzie n'a pourtant pas limité les leçons de la bibliographie au seul domaine de la critique textuelle. Pour lui, la discipline constitue une ressource fondamentale pour comprendre les pratiques d'atelier et l'organisation du travail typographique durant les 4 siècles qui séparent l'invention de Gutenberg de l'industrialisation de l'imprimerie. Confronté aux données apportées par les archives des entreprises, quand elles existent, et par les anciens manuels d'imprimerie, les caractéristiques matérielles des exemplaires conservés sont l'archive la plus massive et peut-être la plus riche d'une histoire des conditions et des habitudes qui gouvernent la production des textes imprimés. Dans les Panizzi Lectures, Mackenzie propose de faire un pas supplémentaire qui a quelque peu effarouché les tenants de la tradition bibliographique, définie comme l'étude de la sociologie des textes. La discipline est invitée à étendre doublement son champ d'étude, d'une part en établissant des protocoles de description et des formes de contrôle bibliographique capables de prendre en compte tous les textes qui ne sont pas des livres, d'autre part en considérant que son objet est constitué par l'ensemble des processus de production, de transmission et de réception des textes, en toutes leurs formes, loin d'être un savoir cantonné et auxiliaire voué à l'inventaire et à l'interprétation de données formelles mises au service de l'édition de textes. La bibliographie, ainsi redéfinie, devient une discipline centrale, essentielle pour reconstituer comment une communauté donne forme et sens à ses expériences les plus fondamentales à partir du déchiffrement des textes multiples qu'elle reçoit, produit et s'approprie. En assignant ainsi à la bibliographie la tâche fondamentale de comprendre les relations entre la forme et le sens, Mackenzie efface les diverses divisions anciennes entre sciences de la description et sciences de l'interprétation, et il confère à la discipline, appuyée sur des techniques propres, une position centrale dans l'étude des pratiques symboliques. Cette nouvelle acception, donnée à la bibliographie large et ambitieuse, conduit à définir autrement les missions des institutions vouées à la conservation des textes, les bibliothèques, à un moment où partout dans le monde la réflexion est ouverte sur les fonctions et les structures des grandes bibliothèques, nationales ou non grandes, et la pertinence des conférences de Mackenzie. D'un côté, elle souligne avec force la responsabilité des bibliothèques dans la collecte, le classement, la conservation et la communication non seulement des objets imprimés, livres, périodiques, journaux, cartes, estampes, mais aussi des documents nouveaux, multipliés dans le monde d'aujourd'hui. Enregistrements sonores, photographies, films, programmes de télévision, cassettes vidéo, données informatisées. Même si la préservation de ces différentes catégories de textes n'implique pas nécessairement leur archivage dans une institution unique, elle est une tâche essentielle des bibliothèques contemporaines, seules capables d'empêcher la destruction de ces objets souvent fragiles, soumis à la logique commerciale, négligés par la culture légitime. Du coup, doivent s'en trouver modifier toutes les notions classiquement définies par rapport à la production écrite et imprimée, qu'elles soient juridiques, le copyright, réglementaire, le dépôt légal, ou bibliothéconomique, le catalogage. De l'élargissement du concept de texte découle donc logiquement la transformation de la fonction même de la bibliothèque. Corollairement, le constat selon lequel les formes affectent le sens doit conduire à tenir peu normal et nécessaire la consultation des textes dans leur matérialité originelle, contre la tendance qui voudrait remplacer la communication des documents originaux par celle des substituts photographiques et numériques. Il faut rappeler que donner à lire un texte en une forme qui n'est pas sa forme première et mutiler gravement la compréhension que le lecteur peut en avoir. La bibliothèque
qui apparaît en filigrane dans le livre de Mackenzie, est donc une bibliothèque où il n'y a pas que des livres, loin de là, et où tous les textes portés par les techniques modernes ont une grande place. Mais c'est aussi une bibliothèque où chacun de ces textes doit pouvoir être consulté sans subir les déformations qu'entraîne inéluctablement tout changement de support. La leçon est sans doute précieuse en un temps où les possibilités ouvertes par les nouvelles technologies électroniques portent la forte tentation de transférer les textes du livre à l'écran. L'opération a sans doute sa légitimité et son utilité puisqu'elle permet ou permettra de mieux protéger le patrimoine écrit et d'en démultiplier la communication. Cependant, elle ne doit pas séparer radicalement les lecteurs de la forme qui a gouverné la production, la transmission et l'interprétation des textes qu'ils lisent à leur tour. La construction du sens. Dans son effort pour refonder la bibliographie, D.F. Mackenzie cartographie en fait un espace intellectuel nouveau qui articule l'étude des textes, l'analyse de leur forme et l'histoire de leurs usages. Une telle proposition est d'abord une manière de prendre distance vis-à-vis de toutes les formes de critique littéraire, pour qui la production du sens résulte du seul fonctionnement du langage. Une semblable position, qui a été celle de la critique structuraliste et du New Criticism, repose sur plusieurs postulats. L'affirmation de l'absolu du texte, détaché de toute forme physique particulière et réduit à sa seule structure verbale. L'effacement de l'auteur dont l'intention n'est investie d'aucune pertinence particulière. Le refus de considérer que la manière dont une œuvre a été transmise, reçue, interprétée, a une quelconque importance dans l'établissement de sa signification. Dans une étude devenue maintenant classique, D.F. Mackenzie a opposé à cette perspective où le texte est sans matérialité, sans auteur et sans lecteur, à l'exception du critique littéraire qui en énonce le sens, une démarche tout autre. L'analyse des innovations introduites dans l'édition de 1710 du Théâtre de Congrève par l'auteur lui-même et par son éditeur Thomson montre comment des transformations formelles, apparemment dépourvues de signification textuelle, par exemple le passage du quarto à l'octavo, la numérotation des scènes, la présence d'un ornement entre chaque scène, le rappel des noms des personnages présents au début de chacune d'elles, l'indication en marge de celui qui parle, la mention des entrées et des sorties, ont eu un effet majeur sur le statut de l'œuvre. D'une part, elles ont permis une nouvelle manière de lire le texte, rendue plus maniable par le petit format, inscrivant dans sa mise en page quelque chose du mouvement dramaturgique, ce qui était rompre avec les conventions anciennes, plus tardivement respectées en Angleterre qu'en France, qui imprimaient les pièces sans rien restituer de leur théâtralité. D'autre part, les dispositifs typographiques utilisés dans l'édition de 1710, démarqués des éditions françaises, ont donné un statut nouveau aux pièces de Congrève, leur assignant une légitimité qui a pu amener l'auteur à épurer çà et là leur style, afin de les rendre plus conformes à la dignité de leur nouvelle forme. Les leçons proposées par cette étude sur Congrève sont multiples. Contre l'abstraction du texte, elles démontrent que le statut et l'interprétation d'une œuvre dépendent de ses matérialités. Contre la mort de l'auteur, elles soulignent le rôle que celui-ci peut jouer, à côté du libraire, éditeur, dans la définition des formes données à ses œuvres. Contre l'absence du lecteur, elle rappelle que la signification d'un texte est toujours une production historiquement située, dépendante des lectures, différenciée et plurielle, qui lui assigne un sens. Si, comme le note Mackenzie, bibliographie matérielle et critique structuraliste ont partagé une même perspective, à savoir l'attention exclusive portée sur la logique et le fonctionnement interne du système de signes, qui organise soit la matérialité d'un objet, soit la signification d'un texte. La sociologie des textes qu'il propose s'accorde, elle, avec les courants critiques qui, aujourd'hui, de part et d'autre de l'Atlantique, entendent réinscrire les œuvres dans l'histoire. La démarche peut conduire à une sociologie de la production culturelle, attentive aux lois et aux hiérarchies propres du champ littéraire ou de tout autre champ artistique académique, aux stratégies de carrière qu'elle commande et à leur traduction dans les œuvres elles-mêmes, en termes de genre, de thème, de style. Elle peut mener aussi, comme dans le cas du New Historicism, à situer l'œuvre littéraire dans sa relation au texte ordinaire, pratiques juridiques, politiques, religieux, etc., qui constituent le matériau sur lequel elle s'édifie et qui établissent la possibilité
qualité de son intelligibilité. Sans être contradictoire avec ces démarches, la proposition de Mackenzie est autre, visant à reconstruire en son historicité fondamentale le processus de construction du sens. De ce fait, elle définit l'histoire de la lecture comme centrale pour la critique textuelle, pour l'histoire du livre. Un texte n'accède véritablement à l'existence que si un lecteur se l'approprie, ainsi formulé dans sa plus grande généralité. Le constat sous-tend toutes les démarches herméneutiques, phénoménologiques, esthétiques, sociologiques qui ont tenté de caractériser les effets et les modalités de l'activité lectrice. Mackenzie le partage, mais il lui assigne une dimension fondamentalement historique. De nouveaux lecteurs créent des textes nouveaux, dont les nouvelles significations dépendent directement de leur nouvelle forme. La remarque désigne avec acuité le double ensemble des variations des compétences, des attentes, des habitudes des lecteurs, d'un côté, variation des formes dans lesquelles les textes sont donnés à lire, d'un autre, que doit prendre en compte toute histoire soucieuse de reconstruire la manière dont les lecteurs produisent du sens en appréhendant un texte. Ainsi esquissé dans un livre dont ce n'est pas l'objet principal, ce programme de travail a déjà démontré sa pertinence. Il a permis de mieux comprendre comment le passage d'un texte d'une forme éditoriale à une autre peut transformer séparément ou à la fois l'assise sociale et culturelle du public, les usages du texte et les interprétations qui en sont possibles. Aux exemples mentionnés par Mackenzie, l'édition de 1710 des pièces de Congreve, le découpage de la Bible en versets, les éditions d'Ulysse, on peut ajouter comme particulièrement exemplaire le cas du répertoire de colportage, Checkbooks anglais, Playgos castillan, Plex catalan, Bibliothèque bleue française, qui partout donnent des formes nouvelles à des textes déjà publiés pour des lecteurs lettrés, afin qu'ils puissent gagner un public autre, plus large et plus humble. L'analyse des différenciations socio-culturelles et l'étude morphologique des dispositifs matériels, loin de s'exclure l'une l'autre, paraissent donc nécessairement liées. D'une part, c'est en fonction des compétences et des attentes supposées du public visé que sont organisées les formes données au texte. Mais d'autre part, les dispositifs à travers lesquels un texte est proposé à la lecture ou à l'écoute ont une dynamique propre. Selon ce qu'ils sont, ils peuvent ou non créer un public nouveau et autoriser des appropriations inédites. La sociologie des textes de Mackenzie n'est pas une sociologie figée, où des divisions sociales cristallisées et préalables commandent impérativement les distributions culturelles. Tout au contraire, elle vise à repérer comment, grâce à la mobilité de leurs formes, les textes sont susceptibles de réemploi et de réinterprétation par les divers publics qu'ils atteignent ou inventent.